Imaginez un matin, votre enfant de 11 ans disparaît. Il venait de réussir son entrée en 6e et obtenir son certificat d'études. Vous le retrouvez mort quelques jours plus tard, démembré. Le pénis a été coupé, un testicule coupé. Tu sens qu'il a lutté parce qu'il avait des griffes un peu partout. Vous contactez la police, vous saisissez la justice, mais l'enquête n'aboutit nulle part. J'ai fait l'autopsie, j'ai porté plainte. Je suis allée chez les droits de l'homme, partout, jusqu'à aujourd'hui. Et je suis même menacée. Ses parents ont tous perdu des enfants et proches dans ce qu'on appelle au Gabon les crimes rituels. Il faut dire ici au Gabon que quand on parle de paix, c'est la paix des cimetières. Les Gabonais vivent dans la psychose, la peur, parce qu'on nous tue, on égorge nos enfants. On les attrape, on les torture à mort en les découpant, comme disent les Gabonais. Mais qui commet de telles atrocités? Et comment des enfants peuvent être tués dans des conditions aussi horribles sans qu'on ne sache exactement qui les a tués et sans qu'on ne juge leurs bourreaux? Des sacrifices humains en 2020? Vous devez vous dire que ce n'est pas vrai, que c'est du passé. Eh bien, détrompez-vous. Ce que nous faisons n'est pas humain. Après plusieurs jours de recherche, Emmanuel Elangema a retrouvé son fils de 11 ans assassiné au bord de la rivière Ogoué. L'enfant n'avait plus de sexe, n'avait plus de langue. Est-ce que nous méritons cela? Et vous verrez que les 3/4 des assassinats, c'est des gamins. À Logo, elle a perdu 2 membres de sa famille, dont un n'a jamais été retrouvé. Mon petit frère a été assassiné à Bordamir 2 le 25 août l'an 2000. Je n'ai pas fait 6 mois. Mon fils a disparu, ni vu ni connu. Ces disparitions et assassinats ne sont que quelques-uns d'une très longue liste. En 2010 et 2011, l'ALCR a recensé un crime par semaine. Entre janvier et octobre 2012, la même association parle de 25 cas. En juin 2013, un sac contenant plus d'une 50aine d'organes humains est découvert à Libreville. Jusqu'à 45 cas seront rapportés en 2015 et une centaine en 2016. Mais ce n'est pas tout. Récemment, en 2018 et 2019, des disparitions inquiétantes ont été évoquées par la presse gabonaise et sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui touche également le Cameroun, mais aussi le Burundi, la Tanzanie, l'Eswatini, le Ghana ou encore le Nigeria. Tout le monde n'est pas aveugle. Ils ont fait une simulation. Après tuer les enfants, ils ont balancé à la plage pour dire qu'ils se sont noyés. Personne ne s'est noyé. Tout comme Paulin Boukika, presque tous les proches et parents des victimes parlent de crimes rituels. Mais c'est quoi ces crimes rituels? Ce sont des crimes qui sont commis par des sorciers, qu'on appelle des Nganga, au bénéfice de personnes qui recherchent le pouvoir, notamment le pouvoir politique, la richesse, et qui cherchent à y accéder par une sorte de magie. David Warnery est un philosophe et romancier français qui a passé une partie de son enfance entre le Gabon, le Congo et le Cameroun. En fait, il s'agit principalement de s'emparer d'une force vitale, celle des victimes, de façon à acquérir des pouvoirs magiques au moyen de ce que l'on appelle, avec pas mal de cynisme, si je puis dire, des pièces détachées. Ces pièces détachées, ce sont des parties du corps humain. La langue, par exemple, qui, selon les tueurs, permettrait de devenir un bon orateur, ou encore le sexe, qui donnerait le pouvoir de la séduction. Et là aussi, excusez-moi d'être extrêmement clair et descriptif dans ce qui se passe, mais ces enfants, c'est absolument horrible. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont simplement assassinés. On les torture à mort, c'est-à-dire en les coupant vivants, en leur arrachant ces fameux organes que j'ai mentionnés, en les vidant de leur sang, avec le projet de faire souffrir la victime le plus possible, parce que cette souffrance est censée apporter en quelque sorte ces fameux pouvoirs magiques. Dans son rapport 2018, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, notait une augmentation de criminalité à chaque période électorale, ce qui alimente dans l'opinion publique gabonaise la croyance selon laquelle certains hommes de pouvoir, dans leur désir d'en amasser encore, se livreraient à des pratiques occultes à base de sacrifices humains. Les commanditaires, ce sont les hautes personnalités qui dirigent notre pays. Certaines personnalités, ce sont ces gens regroupés dans les loges sataniques qui se nourrissent encore de la chair humaine, il faut le dire. Ces pratiques sont si récurrentes qu'en 2005, l'UNESCO les a qualifiées de fléau social. Le rapport de l'OFPRA parle aussi de discours de façade des autorités contre les crimes dits de sang, car le code pénal gabonais ne mentionne nulle part crime rituel. La loi parle plutôt d'homicide avec ou sans prélèvement d'organes. Et pendant que la société civile dénombre une dizaine de crimes rituels présumés entre le 12 et le 28 janvier 2020, les autorités, elles, ne reconnaissent qu'un seul cas d'enlèvement avéré. Prenons les présumées déclarations de disparition ou d'enlèvement avec prudence. Le rôle de tout citoyen n'est pas d'alimenter la psychose, mais, en cas de fait avéré, d'apporter des informations précieuses aux autorités compétentes. Pour les autorités, il n'y aurait donc pas de signalement et les gens ne porteraient pas plainte.
Dans les cas réels d'enlèvement, le temps est une donnée cruciale. Et comme l'a exprimé le porte-parole du gouvernement, les déclarations sur les réseaux sociaux, même si elles partent d'une bonne intention, ne sont en rien une saisine officielle des autorités. Depuis plus de 15 ans, le président de la LCR explique pourtant que de nombreux parents des victimes n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat ou de constituer un dossier en bonne et due forme. En plus, certains sont des immigrés qui n'ont aucun appui familial. D'autres habitent une région isolée, loin des centres urbains. Souvent, ce sont des gens qui sont des gens modestes, ce sont des gens du peuple, ils n'ont pas le bras long. Résultat, la plupart de ces crimes sont restés non élucidés, y compris ceux des victimes dont les proches disent avoir porté plainte. Je vous dis, l'enquête a commencé. Le gendarme a pris toutes les déclarations qu'on a eu à lui apporter, mais de là, de Lambaréné à Libreville, il n'y a pas eu d'aboutissement. J'ai porté plainte à la PJ, j'ai porté plainte à la brigade de recherche, j'ai porté plainte au tribunal, j'ai fait des recherches jusqu'à l'Interpol. Lorsque vous portez plainte, la plainte n'aboutit pas. Les éléments qu'il faut joindre dans les plaintes n'arrivent jamais à bout. Et il y a toujours des rejets, on renvoie, ainsi de suite. Ce qui fait que la population en a déjà marre. Elle veut se faire justice actuellement. Si la population veut se faire justice, c'est parce qu'elle a le sentiment que la justice ne fait pas son travail. Car les camps mutilés sont bien là. Nom et prénom, âge, année, lieu du crime et source à l'appui. Il y aurait même des témoins. Mais il n'y aurait pas d'enquête, ni pour retrouver les exécutants, encore moins remonter jusqu'aux commanditaires. Ces puissants commanditaires, ce sont des ministres, peut-être certains chefs d'État. Ce sont des hommes qui ont la main sur la justice, sur la police de leur pays. Et je crois que personne n'ose, pour des raisons bien compréhensibles, transgresser les ordres. Quand bien même il y a procès, que les exécutants sont condamnés et que les commanditaires sont clairement identifiés, eh bien les affaires connaissent souvent une fin bien suspicieuse. Tenez par exemple, 1988, la ferme Bantem terrifie les Gabonais. L'homme et ses adeptes qui se réclament de la secte Bwiti avouent avoir procédé à des sacrifices humains d'une extrême violence avant de se livrer à de l'anthropophagie rituelle. En novembre 1989, Bantem est condamné à mort. Mais l'enquête n'ira jamais plus loin malgré les rumeurs selon lesquelles il aurait reçu des ordres de puissants commanditaires haut placés. En 1990, en pleine élection législative, une affaire de crime rituel est rapportée dans la province de l'Ogooué-Maritime. La victime réussit miraculeusement à s'enfuir et dénonce ce à quoi elle vient d'échapper. Les commanditaires présumés, un général de l'armée devenu député et une ambassadrice, ne seront pas inquiétés. Quant à la victime, elle disparaît définitivement 3 ans plus tard. Il y a l'impunité, il y a la corruption, il y a les intimidations, il y a au niveau de la justice l'immixtion de l'homme politique. Pendant ce temps, il s'est installé au Gabon un climat de peur et un sentiment d'insécurité. Une enquête de l'Institut américain de sondage Gallup révèle qu'en 2016, année électorale, la population gabonaise était la 3e au monde à se considérer vivre dans la plus grande insécurité, juste après le Salvador et le Venezuela. 4 ans plus tard, le même sentiment d'insécurité persiste. Le Gabon n'est pas un endroit là où il y a des potoirs, là où on vient ramasser les enfants pour faire des crimes rituels. On en a marre. Aujourd'hui, là, toutes les familles sont en train de pleurer partout. Que ça s'arrête. Pourtant, en termes statistiques, le Gabon est au 56e rang mondial des pays les plus criminogènes, ce qui prouve qu'il existe un décalage entre la réalité et la perception populaire. Et cela se réduit également au fait que de nombreux Gabonais sont convaincus que les criminels, ce sont en plus ceux qui sont censés les protéger. Le peuple n'a plus confiance. C'est l'homme politique qui parle de paix, mais le bas peuple ne parlera jamais de paix parce qu'on nous tue. Mon fils avait 11 ans. Et à 11 ans, sincèrement, il avait un grand avenir devant lui. Et moi, je ne lâche pas. Je continue à lutter fort pour que je connaisse un peu qui a tué cet enfant. Pour toutes ces victimes, pour tous ces enfants, à quand la justice? Ngwawali Igor, Ndong Ondo Emmanuel, Ndutume Willy, Menge Menzeng, Mbeng Ondo Félix, Obam Serge, Essono Efa David, Ningone Ngwa Dietrich Priscille, et toi Jérôme, et Peigneux, Nkini Robert. Témoignage d'une jeune fille de 14 ans qui échappe à un enlèvement. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, ne laissez plus vos enfants marcher tout seuls dans la rue surtout dès que la nuit est tombée. Un nouveau témoignage qui fait peur, surtout quand on y apprend que la police judiciaire manque de réactivité parce qu'il n'y a pas de carburant dans les voitures avec lesquelles elle est censée poursuivre les criminels. Ça donne chaud. J'ai 14 ans. Le problème a commencé à Okala. Je sortais de l'église à 19h.
19h, j'ai pris un pont, m'a laissé au Clando. Au Clando, j'ai pris un petit taxi qui me déposait à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, on va tourner. J'ai dit non, mon frère, laisse-moi là, je veux marcher. Je suis déjà arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, on va tourner. Et puis les gars qui étaient dans le taxi, frère, étaient en train de me prendre les photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc dans la bouche. Maintenant, on a continué, l'homme l'a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle, où il y avait ses frères. Donc je suis descendue, il y a un qui m'a attrapé la main, et un qui m'a attrapé la main, il y a un autre qui parlait avec son frère, et un autre qui parlait au téléphone. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où, comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit, ah, ici, je pourrais-tu venir ici avec mon oncle ici, là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe, là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt, j'ai appelé mon père parce qu'il était en train de courir. Donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche, je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, je l'ai bipé. C'est là où mon père m'a rappelé. Ça, il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, oh non, papa, il y a les bandits qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit, tu es où? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher. Je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer. Il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après, le monsieur est redescendu. Il est en train de crier à ses frères que non, on doit attraper la petite fille là. Sinon, elle va tout foirer. Ça, oui, je me suis encore cachée. Quand il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. C'est là où j'ai appelé mon père. Il m'a dit, oh non, cache-toi, j'arrive. C'est là où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là-bas. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. Et l'homme là était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vue, elle m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire au moment, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. Ça veut maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. Ça où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. Ça maintenant, on a payé les forces de l'ordre. Et on a appelé la PJ et ils ont dit oh non, il n'y a pas le carburant. Ça, papa a appelé ses amis, là, ils sont venus un peu en retard. Donc comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé des jeunes filles. Moi là, c'est moi juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout. La vidéo de l'assassin de Nkoltang. La vidéo de Claude Emery Massande, 44 ans, l'assassin de la petite Catherine. Le quadragénaire criminel raconte d'un seul front son crime effroyable. Aucune mine de désolation. Comme d'habitude, j'étais déjà situé avec les enfants. Allez, il y a des fois j'ai amené les enfants, c'est les Maliens, aller faire le marché. Maintenant c'est comme ça. Quand je pars chez ma copine, c'est là où j'ai pris l'enfant. J'ai pris l'enfant avec la matière. Nous sommes partis là où j'habitais là-bas. Je ne peux pas citer les gens, les innocents. Moi, je sais que j'ai fait... Mais personne ne t'a demandé de citer les innocents. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je pars vers chez moi là-bas, avec l'enfant. Maintenant, arrivé chez... là où j'habitais. Arrivé là où j'habitais, allez, c'est comme ça comment j'ai tué l'enfant. Il y avait même la pluie. Tu as fait comment? Explique-nous, tu as tué l'enfant, quoi faisant? Explique-nous comment tu as procédé. Voilà. C'est comme ça comment j'ai attrapé l'enfant. Je l'ai mis la figure à terre. Voilà. Donc c'est là où j'ai pris la matière et où j'ai coupé. Maintenant, après couper, allez, c'est comme ça comment j'ai fait demi-tour. Là où j'étais au bar. Parce que là-bas, j'avais laissé 3 cassettes. Je suis parti. Le bar qui est à côté. Maintenant, j'ai bu. Maintenant, quand j'ai passé avant d'arriver au bar... Là, Monsieur Massandé, vous nous racontez rien que la vérité. Lorsque vous avez tué la petite Catherine, vous l'avez laissée là, vous êtes redescendu, vous avez croisé sa grande sœur et sa maman, qui t'ont demandé où était l'enfant. Tu as dit, j'arrive, attendez-moi, et tu avais un sachet à la main. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sachet? Non, pour le sachet, chef, moi je parle la vérité. Pour le sachet, je n'avais pas de sachet sur moi. Mais une voiture t'avait déposé quelques minutes plus tôt. C'était la voiture de qui et pourquoi? La voiture, où c'est? Chez toi. On t'avait vu à bord d'une voiture, tu avais... Non, je passais à pied. Ça, c'est moi le commentaire des gens du village, chef. C'est moi-même qui a fait le crime.
D'accord, c'est toi-même. Oui, tu dis que tu as fait le crime toi-même, mais comment expliquer la présence sur le terrain? Écoutez-nous et vous répondez aux questions. Comment vous expliquez la présence sur les lieux des gants médicaux? Les gants là, tu les as utilisés? Les gants médicaux? Oui, on a trouvé les gants au sol, là où tu as tué l'enfant. Non, chef, je n'ai jamais utilisé les gants. Je n'ai jamais utilisé les gants, même quand j'ai passé en bouche avec ma poche. Tu as tué l'enfant où? À la maison ou bien hors de la maison? À la route. À la route? Voilà, c'est à la route. Et l'enfant n'a pas crié, personne n'a écouté parce qu'il y a une maison juste à côté là, personne n'a écouté? Non. Pourquoi? Personne n'avait pas écouté. D'accord. Il y avait la pluie. D'accord. On a constaté l'absence d'une bonne partie du coup. Mais je ne peux pas accepter quelque chose, chef. Je ne peux pas accepter ça. Je parle ma vérité. Maintenant, quand je suis quitté là-bas, quand je suis quitté, arrivé au carrefour de Billon, voilà. C'est comme ça comment j'étais assez, c'est le malien. Même le malien m'a pas dit avec le café. Le malien. Mais il me dit, mais mon ami. Monsieur Massandé, vous n'avez plus perdu une minute après avoir commis le crime puisqu'on vous a recherché, on ne vous a pas rattrapé. Si vous étiez resté sur le malien, on vous aurait rattrapé. Non, chef, s'il vous plaît. Chef, s'il vous plaît. Moi, j'ai marché. C'est pourquoi lorsqu'on vous a dit, où est l'enfant, vous avez dit, j'arrive, vous êtes parti précipitamment. Pourquoi vous êtes parti? En tout cas, chef, moi je parle que ce que je parle, je ne peux pas vous mentir. Bon, mais pourquoi avoir tué la petite Catherine? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu l'as tuée pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Moi je vous ai dit que ça c'était des jalousies parce que j'avais... Mais elle n'était pas ta femme, tu avais pas avec la mère, pourquoi tu t'en es pris à l'enfant? Voilà. Ça pas de problème. Tu as trouvé la femme avec un homme? Oui. Où? Tu as trouvé où? Chez elle. Hein? Le ministre Ngazouz auditionné sur une affaire de crime rituel satanique. Audition d'un ministre gabonais concernant une affaire de crime rituel qui a eu lieu à Ndjolé. Pour une fois, l'audition d'une personnalité publique et médiatisée est su en temps réel par le grand public. Certains diront que ce n'est que de la poudre aux yeux car il n'y a toujours pas d'arrestation de commanditaire. Mais pour nous c'est déjà une belle avancée, et il faudra veiller à ce que toutes les affaires, toutes les auditions soient mises en exergue et soient super médiatisées. Il n'y a que comme ça que l'on peut pousser la justice gabonaise à faire son travail en toute transparence, loin de l'obscurantisme généralisé que lui impose généralement le pouvoir. Parlons à présent des affaires de meurtre et d'assassinat qui déferlent la chronique dans notre pays. On va parler principalement de celle-ci sur laquelle on revient ce soir, les suites judiciaires liées donc à l'assassinat il y a quelques semaines de cela en Ndjolé d'un ressortissant camerounais. Alors hier, le ministre délégué chargé de la fonction publique, Raphaël Ngazouzé, a été donc entendu par le président de la Cour d'appel judiciaire de Libreville suite aux dénonciations formulées par les personnes inculpées dans cette affaire. L'audition du membre du gouvernement s'est faite en présence de son avocat dans le cadre d'une procédure régulière en présence de Madame le procureur général près la Cour d'appel. Toujours dans cette affaire et au sujet donc de ce meurtre de Ndjolé, dans laquelle a été cité ce membre du gouvernement, eh bien, le premier président de la Cour d'appel et le procureur général près la Cour d'appel, qui ont donc auditionné le membre du gouvernement, nous édifient sur la procédure qui a été menée et bien entendu sur les suites judiciaires auxquelles l'on peut s'attendre les prochains jours, justement sur cette affaire. Ils sont au micro de Cédric Mouélé-Malonga. Le ministre Raphaël Ngazouzé a été auditionné hier dans le cadre d'une procédure d'assassinat qui s'est perpétrée en Ndjolé et dans laquelle les inculpés ont prononcé son nom. Et il se trouve que pour les besoins de faire la lumière sur cette procédure, il était nécessaire que monsieur le ministre se fasse entendre par la justice afin de donner sa position sur
les propos qui ont été portés à son encontre. Cette procédure intervient sur la base des dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, qui dispose que lorsqu'une autorisation préalable n'a pas été donnée par le gouvernement, le premier président de la Cour d'appel du ressort, du tribunal du ressort où la procédure est menée, peut se déporter au domicile du membre du gouvernement pour l'entendre. C'est dans ce cadre-là, et dans ce contexte, et en vertu de cette disposition légale, que nous nous sommes transportés hier 14 mai 2013 à son domicile pour recueillir son audition. Madame Mireille Andjani, bonsoir. Bonsoir. L'audition du ministre Raphaël Ngazouzé intervient au lendemain de la marche contre les crimes rituels organisés à Libreville. N'y a-t-il pas des risques que sous la pression de l'opinion, il ne s'instaure une justice expéditive, madame? Il faudrait savoir que la justice mène des actions contre les crimes depuis un moment. C'est un travail qu'on mène pour parvenir à élucider tous ces crimes. Et cette audition qui intervient au lendemain est une coïncidence parce que dans le suivi de ces affaires, nous avions déjà entrepris des démarches pour auditionner toutes les personnes qui avaient été citées, qui sont citées dans les procédures de crime. Et il faudrait aussi qu'on apprenne à éduquer nos populations qui doivent comprendre certains principes qui caractérisent la justice. Il faudrait que nos populations comprennent que le fait de dire que X a posé tel acte n'est pas suffisant. Les hommes de l'art doivent mener des investigations qui nous permettent de dire qu'effectivement, cette personne serait l'auteur, co-auteur ou autre dans la procédure des faits dénoncés. Donc il ne faudrait pas que l'on pense que l'audition de ce membre du gouvernement constitue déjà une condamnation, surtout pas, parce qu'un procès arrive un peu tard. Il y a certains principes dont la présomption d'innocence qui existe et qui doit être prise en compte, encore que nous n'en sommes pas là, parce que nous ne sommes qu'à une étape vraiment embryonnaire. Nous avons entendu ce membre du gouvernement à simple titre de renseignement par rapport à des dénonciations qui ont été faites. Les éléments que nous avons reçus dans sa déposition, dans son audition, nous permettront de confronter et de voir s'il y a lieu de pousser un peu plus par une inculpation qui amèneront à examiner les éléments, par exemple la présomption d'innocence et autres. Madame le procureur, s'agissant de la procédure ouverte à l'encontre du sénateur Gabriel Eyegé-Ekomi, certains compatriotes s'étonnent de le voir encore en liberté. Qu'en est-il? Concernant le sénateur Eyegé-Ekomi, il a été inculpé, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la justice estime qu'il y a de fortes présomptions qu'il ait participé aux faits pour lesquels il a été. Mais il faudrait comprendre également que la justice a des mécanismes. Ce n'est pas parce que le sénateur se retrouve en liberté, il n'est qu'en liberté provisoire. Cette liberté peut être à tout moment arrêtée. Si on a des éléments qui s'ajoutent, la procédure suit son cours. C'est au bout de celle-ci qu'on saura exactement quel est son degré ou non de participation dans les faits incriminés. Il ne faudrait pas que les populations, que le peuple pense que ce monsieur est en liberté, qu'il n'a commis aucun fait ou qu'il a commis un fait. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de vous dire. Cette présomption d'innocence fait en sorte que ce soit à la fin de l'instruction qui se court, qu'une juridiction de jugement se soit prononcée, qu'on sache ce qu'il en est réellement. Et les éléments de l'instruction, malheureusement, ne peuvent pas être communiqués parce que la loi l'interdit. Il faut préserver l'intimité des auteurs, même si ce sont des auteurs des faits, mais ils ont des droits qui leur sont reconnus et que nous devons respecter.
Voilà, nous restons toujours dans le cadre de cette affaire d'assassinat et de meurtre en République gabonaise et justement cette audition du ministre de la Justice par les hommes de loi. Eh bien, nous avons sur ce plateau le conseiller juridique du ministre de la Justice, peut certainement pour une communication importante. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Alors, notre intervention de ce soir, et je voudrais rectifier puisque vous avez dit que c'était l'audition du ministre de la Justice. En réalité, c'était l'audition de monsieur le ministre délégué. Voilà, ma langue a fourché un tout petit voilà, peu, tout à je m'en fait. excuse. Alors, justement, comme il y a cet élément qui est passé tout à l'heure, nous sommes venus ici pour faire un certain nombre de clarifications par rapport à ce qui peut être interprété ou l'interprétation que l'on peut donner de l'élément que nous venons de voir. En règle générale, lorsque les procédures judiciaires sont conduites, elles ne font pas toujours l'objet de publicité. Il se trouve que celle-ci a été dévoilée aux yeux de tous les Gabonais qui viennent le suivre, mais c'était simplement à but pédagogique pour dire que le temps de la justice n'est pas toujours le temps populaire et que, en réalité, toutes les personnalités impliquées dans les crimes peuvent être entendues et sont souvent entendues par les magistrats, par les juges, et c'est le cas du ministre qui a été entendu. Simplement pour dire que le fait qu'il ait été entendu ne présume pas de ce qu'il soit responsable des faits qui lui sont reprochés, enfin, qui ont été considérés comme, dont il est considéré comme étant instigateur. En réalité, il demeure un citoyen qui n'est coupable de rien puisqu'il n'a pas encore, on n'a pas encore apporté la preuve de sa culpabilité. Il a simplement été entendu à titre de renseignement parce que son nom est apparu dans le cadre de cette procédure. Donc c'est pour cette raison il était nécessaire que je vienne faire cette clarification pour dire que l'audition du ministre Ngazouzé ne traduit pas son implication dans un meurtre quelconque, mais simplement l'idée que tous les justiciables sont égaux et que même lorsqu'on est ministre, on peut toujours être entendu par la justice. Alors, quelles sont les suites à la fin de celle-ci? Est-ce que le ministère de la Justice sera très regardant par rapport au procès, je veux dire par rapport à cette audition d'abord, et l'aboutissement d'un procès, si procès il y a? Il est tout à fait normal et il est tout à fait plausible que le ministère suive l'ensemble de ce processus. Bien entendu, comme l'ont bien expliqué les magistrats, c'est dans le cadre d'une procédure qui est réglée par la loi. Et par la suite, si les éléments après l'audition et les confrontations des différentes auditions attestent d'une certaine participation du ministre, il sera naturellement, comme le prévoit la loi, inculpé et son inculpation l'amènera directement vers un procès. Mais en attendant, la position du ministère de la Justice est simple. Ce genre d'affaires, comme toutes les affaires qui concernent tous les citoyens gabonais, doivent être menées avec professionnalisme, avec rigueur, dans le respect des règles en vigueur dans notre pays. Alors donc vous nous rassurez que l'affaire ne concerne pas seulement le ministre Ngazouzé, mais toute personne citée dans des affaires de cette nature pourrait être entendue ou auditionnée par les juges. Il est évident que toutes les personnes citées dans toutes les affaires criminelles ont été entendues, sont entendues et seront entendues par les juges. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le cas du ministre Ngazouzé vient d'être révélé parce que cela fait l'objet de ces images que nous venons de voir, mais avant lui, un certain nombre d'autres personnalités ont déjà été entendues par des juges dans le cadre d'autres circonscriptions judiciaires et cela continuera aussi longtemps qu'il n'y aura pas de manifestation de la vérité dans le cadre de la plupart des affaires criminelles. Simplement, je voulais préciser par rapport à l'élément qui a été présenté que, comme l'a dit le premier président de la Cour d'appel de Libreville, si M. Ngazouzé a été entendu à son domicile, c'est parce que la loi, notamment le Code de procédure pénale, en ses articles 484 et 486, précise que normalement l'audition des membres du gouvernement doit se faire sur la base
d'un décret pris en Conseil des ministres, mais que lorsque cela n'est pas possible, lorsqu'il n'y a pas ce décret, cela peut se faire à son domicile conformément à l'article 486 de ce même code de procédure pénale. Et je voudrais dire sur ce point que cette audition n'a été permise qu'avec la collaboration personnelle du ministre Ngazouzé, qui a bien voulu accepter d'être entendu à titre de renseignement dans le cadre de cette affaire. Alors, peut-être que vous seriez, nous vous demandons donc de nous dire ici un mot de fin, puisque vous avez parlé de la pédagogie dans cette affaire, parce que c'est quand même des affaires extrêmement graves. Heureusement encore que le président de la République et l'ensemble du gouvernement prennent la chose, donc prennent la mesure justement de la chose. Peut-être que vous avez un mot peut-être à l'endroit des populations gabonaises qui nous regardent en ce moment, juste à titre pédagogique également. Juste pour dire aux populations que par rapport notamment à la marche qu'il y a eu samedi dernier, qu'évidemment le gouvernement comprend l'angoisse qui tenaille toutes les populations. Le gouvernement comprend le désarroi parfois dans lequel la population se trouve de penser qu'un certain nombre de personnes sont des privilégiés et ne peuvent pas être poursuivies. Mais en même temps, ce que la population doit comprendre, c'est que la justice fonctionne sur la base de règles qui sont déjà établies, de règles qui sont acceptées, et en l'occurrence ici le code pénal et le code de procédure pénale. Que les populations ne voient pas dans l'absence de médiatisation de toutes les procédures dans ce sens un abandon de la justice ou, si vous voulez, le fait qu'il y a une justice à deux vitesses. En réalité, c'est parce que la justice se fait toujours de manière silencieuse, parce que les procédures judiciaires sont conduites dans le cadre du respect de la vie privée et du respect d'un certain nombre de principes, mais qu'en tout état de cause, la justice fait son travail parce que tous ceux qui sont impliqués dans les affaires criminelles sont poursuivis et que s'il y a des éléments contre eux, ils seront nécessairement jugés. Donc de ce point de vue, je tiens à rassurer toutes les populations gabonaises de ce que du point de vue de la justice, toutes les personnes qui sont impliquées dans le cadre d'affaires criminelles seront poursuivies, simplement que nos institutions ont voulu que pour certaines fonctions, la procédure ne soit pas toujours aussi simple, puisqu'on connaît par exemple les questions d'immunité parlementaire et qu'il n'est pas toujours évident pour un juge de convoquer tout le monde comme si c'était un citoyen lambda, mais là aussi c'est la loi qui fait cette différence et non pas l'arbitraire. Duralex, Sedlex, comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi et il faut que nous la respections parce que la forme est protectrice de toutes les libertés. Et ça ne fait que commencer, n'est-ce pas? Tout à fait. Bien, merci monsieur le conseiller, vous restez avec nous, juste pour vous dire que l'ambassadeur